Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, et je commence en colère. Voilà, ça va être une émission animée. Jacques Miard, vous êtes avec nous aujourd'hui, maire de Maisons-Laffitte. Bye bye démocratie, paru chez Lafon-Bresse, toujours là. Chère Valérie, j'ai vu que vous voulez maintenant vous convertir au Japon. Oui, absolument. Vous devriez relire Raspail à ce propos. Non, c'est pas moi qui veux me convertir au Japon. C'était l'excellent documentaire de Laure Boulot qui est allée là-bas et qu'on vous recommande sur MyCanal. Elle est allée à la rencontre de femmes pionnières qui font des métiers d'hommes réservés aux hommes jusqu'à présent. Mais je ne suis jamais allée au Japon, cher Jacques. Benjamin Cauchy, cher. Ça mérite d'y aller. Oui, j'aimerais bien. Faudrait juste rester. Faut nous envoyer des billets, Jacques. Et puis il faudrait avoir un peu de temps parce qu'une semaine c'est un peu court, donc il faut un petit peu de temps pour y rester. Benjamin Cauchy, chef d'entreprise. Andrea Cotarac, porte-parole du RN, et nous attendons Gilbert Azoulay, directeur général de Newstank Éducation. Évidemment, nous allons revenir sur l'intervention du président de la République hier soir, costume sombre, cravate sombre. L'heure est grave. Vous allez me dire ce que vous en avez pensé. La Russie et Poutine sont la principale menace pour la France. C'est ce qu'il a déclaré. On va revenir évidemment sur les moyens de financer cette défense qu'Emmanuel Macron souhaite développer. Ça vous fait sourire, Jacques Miard. Bref, beaucoup de sujets. Oui. Beaucoup de sujets avec vous. Alors, non, mais je tombe sur ça ce matin. La Française des Jeux change de nom et se rebaptise FDJ United. Alors, ça va vous parler, Jacques Miard, vous qui avez écrit... C'est un scandale. C'est encore ma copine Stéphane Palès qui fait des siennes. C'est à se demander si véritablement le globish est devenu la langue nationale. Voilà. C'est inadmissible et je ne peux que le dénoncer fortement. Non, mais on a une journée de la francophonie où on nous emmerde, il n'y a pas d'autre mot tous les ans. Il faut parler de la francophonie, la langue française, machin. Mais on en a ras-le-bol de ces newsrooms, de ces PowerPoint et autres. Et là, la FDJ qui se franchement, et ils sont juste à côté de chez nous, FDJ United. Non, mais on marche sur la tête. Mais moi, c'est vous qui m'avez donné l'information, ça m'a fait rire. Oui. Tellement c'est pathétique. Pitoyable. Et moi j'ai envie de dire, effectivement c'est le globish, ça fait plus crédible, j'imagine, de dire United, ce qui est en fait purement pathétique, ce qui ne va rien changer à la FDJ. Et je pense, moi, à l'heure actuelle, à ceux qui défendent le mieux la francophonie. Je pense aux Suisses romands, je pense aux Québécois, qui défendent, parce qu'eux sont menacés, entre guillemets, linguistiquement par des voisins, défendent du mieux que possible la langue française. Je pense qu'il faut leur rendre hommage, parce que, objectivement, on n'est pas un exemple pour eux. Alors, en fait, le groupe français, donc FDJ, qui a racheté la maison mère de Unibet, veut incarner son envergure européenne. Donc, ça veut bien dire je suis d'accord avec vous. J'allais dire la même chose. Et alors Je suis d'accord avec vous. À un moment où on a Boilem Sansal qui édite en français, et nous, on se vautre dans le globish. C'est inadmissible. Oui, non mais c'est FDJ United, donc voilà, ils sont en train de changer le logo sur la façade. Autre absurdité avec vous, Benjamin Cauchy, il y en a beaucoup. Il y en a plein. Alors petit melting pot ce matin, le premier qui m'a surpris au réveil, c'était cette idée d'une nouvelle taxe. C'est même pas une idée, c'est une nouvelle taxe qui a été instaurée depuis le 1er janvier 2025 pour participer au financement du tri sélectif. C'est une taxe sur les emballages pour les boulangers, les charcutiers, les bouchers et les fromagers. Donc c'est quand même des métiers de bouche, des métiers de proximité, des gens qui maintiennent l'activité dans les zones rurales. On en parlait hors antenne de cette importance du maintien de l'activité économique. Eh bien ces gens-là, on va les emmerder une fois de plus avec une taxe. Ça représente à peu près un SMIC par an, rien que pour un boulanger. Donc on sait déjà qu'ils ont eu des coûts de l'énergie qui ont explosé, et c'est encore sur ces artisans et ces commerçants que va s'asseoir une nouvelle taxe. Donc là, premier moment ubuesque de la matinée, puis le second, c'est en entendant une... Alors attendez, on va écouter un boulanger. Écoutez l'extrait de ce reportage, c'était sur BFM TV. J'ai 160 711 passages en caisse, multiplié par 75, ça me fait 1205 € de taxes supplémentaires. C'est ce que Frédéric Gauthier va payer chaque année et ça le met en colère. C'est une charge qui vient se rajouter, c'est un cumul de charges. Et on a aussi nos matières premières qui ont beaucoup augmenté, donc c'est toujours un coût supplémentaire. Les fromagers, les bouchers et les charcutiers sont aussi concernés par cette nouvelle mesure qui permettra de financer le développement du tri sélectif.
Ouais, c'était sur France Télévisions, France Info, avec donc il va falloir compter les feuilles dans lesquelles on emballe les baguettes et dans lesquelles on met les tranches de jambon. C'est ubuesque. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça, Jacques. Vous le saviez, vous en avez entendu parler, Jacques Miard? C'est la fameuse formule je sème des taxes et des impôts et je récolte des fonctionnaires. C'est à peu près ça, quoi. Là, la Vraiment, segmentation, ça a il faut toujours davantage été... de gens pour contrôler tout ça que la taxe va rapporter. C'est d'une imbécilité notable. Ouais, c'est réduire les emballages pour préserver l'environnement. Donc on va vous demanderez avec votre tranche de jambon qu'on vous les donne, vous présenterez vos mains. Dans la main. On peut les manger tout de suite, d'ailleurs. Oui. Et la baguette, plus de petits papiers autour de la baguette. Moi, j'ai l'impression que toutes ces réglementations sont organisées pour tuer l'artisanat. Entre les ZFE dans les métropoles, où on empêche les artisans de rentrer dans les métropoles, des taxes sur le papier et l'emballage pour les boulangers, pour les fromagers, pour tous ces artisans qui font vivre nos territoires, on en parlait tout à l'heure, on a l'impression que c'est voulu. Pardon, mais l'État, plutôt que d'aller taxer à nouveau les gens qui bossent et la France des actifs, devrait plutôt diminuer ses dépenses peut-être. Contribution à l'UE, taxer les revenus spéculatifs, arrêter avec la gabegie de tous ces comités théodules, bref, agir réellement pour diminuer ses dépenses et pouvoir permettre de financer l'écologie, l'environnement, qui évidemment sont des données importantes, mais pas en taxant toujours les mêmes, ceux qui bossent et qui se lèvent tôt le matin, en plus en faisant respecter le savoir-faire français. Pour donner un peu de hauteur, c'est toujours des bonnes questions. Désolé professeur. On était au ras des pâquerettes. Je pense que quand vous allez voir les boulangers... ça va aller dans votre sens. Très bonne question, mauvaise réponse. C'est comme d'habitude, parce que évidemment, personne ne peut être opposé à la préservation et la transformation, à la préservation de la biodiversité et l'écologie. Personne. Mais comme d'habitude, comme à Paris, où on empêche les gens de circuler avant même de proposer des solutions alternatives, ici, on empêche tout simplement de faire du commerce en disant, on n'a pas vraiment de solution à vous proposer, mais on le retrouve dans beaucoup de cas pour les agriculteurs, pour les petits commerçants et dans toutes les situations possibles et imaginables, parce qu'on n'a pas de solution de repli tout simplement. On va marquer une pause, je vous donnerai la parole pour pour la suite de votre coup de gueule qui est du même l'épine de l'absurdité administrative. Qui concourt de la même absurdité et de la même folie. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, oh là là, on est très très énervés aujourd'hui. Jacques Miard est avec nous, maire de Maisons-Laffitte. Vous avez publié Bye Bye Démocratie chez Lafon Presse, un livre intelligent et d'actualité, même si on attend le tome 2 avec impatience. Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, Gilbert Azoulay, directeur général de News Tank Éducation. Vous pourriez faire du français quand même, vous aussi, hein. On a fustigé la Française des Jeux. L'économie de la connaissance est internationale. Oui, c'est ce qu'ils disent aussi là-bas. Andrea Cotarac, porte-parole du RN. Évidemment, nous allons revenir en grande partie sur l'allocution du président de la République hier, qui a rassemblé plus de 13 millions de téléspectateurs. Il y avait évidemment une attente devant les propos du président de la République. Alors, juste terminer peut-être sur Benjamin Cauchy, sur les absurdités. Rapidement, c'est en écoutant une radio-concert ce matin aux alentours de 8h30. Je crois que c'était Emmanuel Ducrot. Emmanuel Ducrot sur Europe qui a signé un papier qui était assez intéressant, Concours l'épine de l'absurdité. Il va falloir changer tous les panonceaux qui sont accrochés à l'entrée des hôtels et des restaurants en France, notamment de l'hôtellerie, pardonnez-moi. Donc il s'agit de changer plusieurs dizaines de milliers de panneaux. Et donc il y a une note de 42 pages quand même. 42 pages qui a été pondue par l'administration pour expliquer de quelle dimension devait être le panneau, de quelle manière il devait être fixé. Et avec, accrochez-vous, Pompons sur la Garonne, différentes strates de panneaux. Vous pouvez avoir un panneau en impression numérique et un panneau aussi, lié au développement durable, fabriqué à base de cosses de riz. Donc vous imaginez cela, des pages qui expliquent les systèmes de fixation qu'il faut avoir. Évidemment, si vous ne changez pas le panneau, vous aurez une amende. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois, on se demande si on paye des fonctionnaires de façon très utile quand on entend des choses comme ça. Voilà. Arrêtons d'emmerder les Français. Exactement. On continue avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Gilbert, c'est un coup de projecteur. Oui, c'est un coup de cœur, un coup de gueule. Est-ce que les jeunes sont heureux au travail, Valérie Les 18-24, parce qu'il y a une étude qui vient d'être publiée. Ils travaillent entre 18 et 24 ans. Il y a une étude qui a été faite auprès d'eux pour ça, et puis leurs attentes vis-à-vis du travail, parce que c'est l'ISC, vous savez, la grande école de commerce, l'ISC Paris, qui a fait cette étude. Ça fait 3 ans d'ailleurs qu'ils font ce baromètre. Et parmi les tendances qui se confirment, c'est la priorité qui reste à changer, l'équilibre
entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ils veulent, c'est non négociable pour eux. Ils veulent continuer de vivre normal. Fini donc le boulot qui déborde sur la vie privée. Ils veulent du temps libre et de la flexibilité. Autant vous dire que s'il n'y a pas d'horaire aménagé et du télétravail, eh bien, ça sera non pour aller bosser dans une entreprise incontournable. Mais l'équilibre ne suffit pas. Pour le bien-être, c'est un élément central. Le bien-être, 87% d'entre eux estiment qu'une entreprise performante, alors vous êtes chef d'entreprise, qu'une entreprise performante est avant tout une entreprise qui prend soin de ses salariés. L'ambiance, les relations, les collègues, les critères déterminants pour le choix. Alors, on constate quand même un petit paradoxe. Les jeunes, ils veulent être reconnus pour leur travail, mais il y en a qu'un tiers qui ose négocier son salaire quand il passe l'entretien. C'est assez bizarre. Alors moi, je dis aux jeunes qui nous écoutent, parlez sous dès le début, parce qu'en tout cas, on y viendra à un moment. Autre élément intéressant, l'indépendance séduit de plus en plus cette génération. Un tiers, et ça c'est plutôt très positif, veulent monter leur boîte. Oui, ça, sauf pour les domaines de la santé. Où ce comportement-là nous fait arriver à des catastrophes avec des médecins, effectivement, une nouvelle génération qui n'a plus du tout envie de travailler comme l'ont fait leurs pères. Alors, est-ce que c'est bien ou pas, j'en sais rien. Toujours est-il que les infirmières, et on les comprend, sont démotivés, ne veulent plus faire ce métier, et que, en particulier dans la santé, l'éducation, c'est catastrophique. Il y a des secteurs qui, de toute façon, sont en tension, et ça depuis longtemps, mais c'est pas propre à la situation actuelle, c'est une tendance. C'est une évolution. Alors, un dernier chiffre, pardonnez-moi, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Un tiers des jeunes considèrent que le job idéal, c'est un job qui ramène beaucoup de sous. Qui rémunère bien. Donc ça s'explique par l'inflation et la crise économique. Vous savez, j'aurais pu faire je fais le lien, un petit coup de gueule. Hier, Gilles Gansman, qui présente l'émission Média, était à la conférence de presse d'M6 pour l'émission Les Traîtres. Donc c'est une émission de divertissement. Qui va participer aux Traîtres dans la prochaine saison? Raquel Garrido. Ah bon? Moi, j'avoue que ça me dérange de ce mélange des genres. J'aime beaucoup Raquel humainement, par ailleurs, je la connais bien. Mais je trouve que quand on dit qu'il y a une démonétisation des politiques, ils sont payés entre 80 et 100 000 euros pour faire ça, ce qu'a annoncé M6. Je trouve que vous parliez de la valeur argent, c'est ça. C'est pourquoi tous ces gens font cette émission. Je sais pas, Jacques Méard, ça vous choque ou pas? Vous auriez fait Danser avec les stars? J'ai pas parlé de Raquel Garrido, je parlais des 18-24. Oui, j'ai compris, mais c'est l'argent roi. Que le salaire soit le premier critère du job, oui, c'est vrai que c'est assez fou. Oui. Mais il y a quand même, il faut quand même noter, moi, ce que je constate dans ma ville, c'est que de nombre de personnes qui étaient dans les affaires et gagnaient beaucoup d'argent et qui à un moment se reconvertissent. Oui, c'est vrai aussi. Que ce soit des avocats, parce qu'il y a un problème d'éthique et il y a un problème, je dirais, l'argent n'est pas tout. Et donc, c'est prendre un restaurant, prendre une boutique, etc. J'ai beaucoup de cas, que ce soit des avocats, que ce soit des banquiers. Donc, il y a une prise de conscience et où l'argent n'est pas le Deus ex machina et le sens de la vie. Vous avez raison. Mais il y a un paradoxe dans ce que vous dites. Ils veulent pas bosser, ils veulent du confort, mais ils veulent du pognon. Ils veulent bosser dans leurs conditions. C'est-à-dire, le télétravail, par exemple, vous savez qu'un jeune, moi j'en recrute pas mal de jeunes, s'il n'y a pas une clause de télétravail dans leur fonctionnement, c'est niette. Qu'ils viennent pas, et puis ceux qui veulent... Il y a des métiers où c'est intention quand même. Oui, mais ils vont dans le mur. Ces jeunes vont dans le mur. Parce qu'il y a un moment, la société ne peut être que le résultat d'un travail. Mais je pense pas qu'ils veulent pas travailler. Alors votre conclusion, votre je disais, vous savez, on dit beaucoup, les jeunes sont en quête de sens. Vous savez, ils sont en quête de sens, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. Oui, oui. Mais ça a changé. Il y a un moment, il va falloir un peu les secouer. Enfin, pardon de dire ça. Moi, je suis l'adorable de la situation. Et d'être peut-être une vieille conne, mais il y a un moment où il va falloir bosser et un peu arrêter de jouer les enfants gâtés sur les conditions de travail. Bravo Valérie. Moi, je suis content, j'ai provoqué en tout cas des réactions. Un ami libraire me dit, il a un de ses salariés qui a 23 ans qui est arrêté pendant 15 jours pour fatigue excessive. Ah, mais des burn-out à 25 ans, j'en ai plein. Dans une librairie. Dans une librairie. Enfin, ça va, quoi. Oui, ça peut. Non, mais ça peut arriver. Mais il y a des moments. Vous n'entendez que ça, des chefs d'entreprise. Des burn-out à 25 ans, moi j'en ai plein. Je suis toujours un peu étonné. Je crois qu'il devrait y avoir. Oui. Andrea, pardon. Ce que je veux dire, c'est que je voudrais pas rentrer dans la caricature. C'est-à-dire qu'on a quand même une belle jeunesse. On avait le salon de l'agriculture récemment. On a énormément de jeunes
et qui ont un courage incroyable de reprendre aussi, des exploitations agricoles, de faire vivre, de nourrir la nation. Donc je voudrais pas caricature en disant les jeunes, c'est des feignasses qui veulent du télétravail. C'est pas vrai. Non, mais c'est le On a une sondage. jeunesse magnifique. C'est pas de feignant. J'ajoute un point. Le télétravail peut pas s'appliquer partout. On a dans les usines, dans les industries, dans l'agriculture, le télétravail c'est pas possible. Donc faut mettre les mains dans le cambouis, il faut créer de la richesse. Et dernier point, on dit mais ils veulent un salaire. Bah oui, ils veulent un salaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un problème générationnel. Ouais. J'entends des anciens expliquer qu'il faut qu'ils se réveillent, les feignasses qui se bougent, etc. La réalité, c'est que les jeunes d'aujourd'hui vivront moins bien que nos anciens. Ouais. Et donc, on a un renversement aujourd'hui, c'est que les générations nées après ou juste après la Seconde Guerre mondiale ont vécu les 30 Glorieuses, sont propriétaires, etc. Aujourd'hui, ce ne sera plus le cas pour les jeunes. Même les jeunes actifs, même ceux qui se lèvent tôt, même ceux qui bossent H24 ne vivront pas comme Monsieur Miard a pu vivre. Par conséquent, j'aimerais juste rééquilibrer un peu les choses, parce qu'on a un appauvrissement, on a un déclassement aujourd'hui de la population française qui est non négligeable. Oui, mais pardon, comme Monsieur Miard a vécu, ou moi j'ai bossé, vraiment, je suis vraiment la vieille combattante. J'ai bossé gratuitement, j'ai fait des stages gratuits, on a bossé aujourd'hui, interroger les chefs d'entreprise. Il y a quand même un phénomène d'ordre général. On a quand même une population qui a mieux vécu que ceux qui vivent. Je ne serais pas chinois que toi, parce que franchement, il y a une génération qui se lève, et il y a des gens qui sont formés. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'étudiants qu'à l'époque de Valérie, puisque tu remontes. Il y a beaucoup plus de diplômés. Et beaucoup plus de diplômés. Ça crée de la valeur. Mais qui vivent moins bien que ceux d'avant. Oui, mais tu sais, la richesse d'une nation ne se fera pas sur se battre contre les Chinois à fabriquer des t-shirts, mais sur l'intelligence et le savoir-faire. Je suis d'accord. Ça suscite je voudrais rajouter quelque chose. Il est exact que chaque génération a déblatéré sur la génération montante. Oui, on retrouve ça depuis 2500 en Mésopotamie. Cicéron l'a dit, Socrate l'a dit. Donc ça, c'est un leitmotiv permanent de chaque génération. Mais il y a aujourd'hui, et là je suis d'accord avec Andrea, une très belle jeunesse qui en veut. À telle enseigne que nous avons notamment chez les pompiers volontaires beaucoup de jeunes qui s'engagent et beaucoup de jeunes qui n'attendent pas une histoire de fric mais un sens à leur vie. Donc il ne faut pas, je dirais, faut pas croire Macron. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et donc il faut savoir rebondir. Et cette génération, on a une jeunesse qui est merveilleuse. Et il faut le dire. Juste un dernier chiffre, parce que j'avais une autre étude que je n'ai pas citée. Un jeune diplômé sur deux est engagé dans l'associatif, dans un parti politique, dans une organisation, en dehors de ses études, de son boulot. 1 sur 2. Super rapidement, la quête de sens, elle est indispensable, et on sent bien que le post-Covid a eu un effet fort chez beaucoup de salariés sur la quête de sens. Il y a eu beaucoup de reconversions, ce que disait Jacques, avec des avocats qu'on avait marre de faire beaucoup d'argent et qui finalement se retrouvent fabricants de poterie ou de céramique au milieu de la Corrèze. Ça, c'est une chose. Dans les nouvelles générations, ils sont effectivement en quête de sens, et en même temps ceux qui sont en télétravail, moi je les invite à être très vigilants sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, parce qu'on ne pourra pas remplacer une personne qui va ramasser les poubelles, on ne remplacera pas une infirmière qui se lève à 5h du matin, on ne remplacera pas un boulanger, un artisan, des gamins qui font les CFA pour apprendre des métiers de bouche. En revanche, attention, l'oisiveté est l'un des plus grands dangers qu'il peut y avoir. Pour moi, le télétravail est une difficulté à prendre en compte avec l'IA. Et je connais une chef d'entreprise qui a remplacé ses stagiaires par ChatGPT, qui lui forme. Parce que pourquoi dans le tourisme, pour faire des recherches, non, pour faire des recherches. Quand elle demandait à la stagiaire, trouvez-moi 10 ateliers cuisine pour enfants, la fille mettait 2 jours à le faire, c'était mal fait. ChatGPT lui sort un benchmark en 30 secondes. Donc, et les traducteurs, je te dis pas. Et la stagiaire, à la fin, finit en burn-out, évidemment. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, on va essayer d'avancer un peu vite, parce que je voudrais bien qu'on parle du président de la République et de notre ennemi, la Russie. Andrea, coup de cœur, coup de gueule contre François Bayrou. Facile. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que, bon, vous savez, on en a déjà discuté, on a une situation migratoire qui est assez inquiétante. On a plus de 245% de demandes d'asile depuis 2009. On a un record de franchissements illégaux aux frontières de l'Union européenne. On a eu des attentats aussi et des drames. Je me souviens de l'attentat d'Annecy. C'était quelqu'un qui venait de Suède, donc à l'intérieur de l'espace Schengen. On avait l'attentat de la basilique de Nice, où c'était une personne clandestine qui venait d'Italie, donc à l'intérieur de l'espace Schengen. Ça avait poussé Jordan Bardella, pendant la campagne des européennes, à proposer le concept de double frontière. Une frontière
à l'échelle de l'Union européenne et des contrôles aux frontières au niveau national. Qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu ? Colibet. Monsieur Attal nous expliquait que c'était un concept fumeux de Jordan Bardella. On avait eu même le 20h de TF1, vos confrères, qui avaient illustré ce concept de double frontière avec des miradors aux frontières de la France, n'importe quoi. Et aujourd'hui, je lis le compte rendu du Conseil interministériel sur l'immigration. Et qu'est-ce que je lis, Valérie ? Je lis que la France va avoir recours à une force frontière, c'est-à-dire celle qui est expérimentée à la frontière franco-italienne, sera généralisée à l'ensemble de l'Hexagone. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le concept de Jordan Bardella sera appliqué. Donc mon coup de gueule, c'est le suivant. Arrêtons la politique aérie. Arrêtons d'accuser l'autre de concepts fumeux ou je ne sais quoi. Mettons-nous autour de la table et agissons concrètement pour les Français parce qu'il y a des problèmes qui sont aujourd'hui partagés par tous les partis et qu'il faut les appliquer le plus vite possible. Je constate que depuis que Jordan Bardella a proposé cette idée, on a perdu quand même beaucoup de temps avant que le gouvernement s'active et applique ce qu'a proposé Jordan Bardella il y a maintenant plusieurs mois. Alors, Jacques Miard, je veux que vous voulez réagir. Écoutez, c'est très simple. Moi, je l'avais même proposé dès l'institution de Schengen, qui était d'abord un accord, plus ensuite un règlement. Et en réalité, on a confondu liberté de circulation et absence de contrôle. Oui. On peut très bien, effectivement, aller d'un pays à l'autre, mais il faut maintenir et rétablir des contrôles aux frontières. Pas de manière avec des miradors, tout ça, c'est des bêtises. Mais il est évident que c'est possible. Et on l'avait fait notamment à un moment sur le trafic de drogue avec la Belgique et les Pays-Bas. Ouais. Donc il ne faut pas nous raconter des histoires, c'est ce qu'il faut faire et le faire vite. Il y a un deuxième point, c'est qu'il faut qu'il y ait un règlement au niveau européen qu'il faut abolir parce que celui qui est admis au titre, je dirais, de Dublin, qui est admis au titre de règlement de Dublin, réfugié politique, peut se balader partout en Europe. Pourquoi ? Je suis désolé. S'il est immigré dans un pays, il n'a pas vocation à aller partout en Europe. Donc, il y a véritablement une prise de conscience à faire au nom de la sécurité de nos concitoyens. Ouais. On va avancer parce qu'on va parler défense évidemment dans un instant. Jacques Miard, votre coup de gueule concerne Ursula von der Leyen. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Je l'adore. Ouais. Je peux vous dire que j'ai jamais vu quelqu'un qui se pousse du col de cette manière. Elle a elle-même annoncé qu'il fallait 800 milliards d'euros en matière de défense, alors même que le président de la République, alors même que le ministre de la Défense a clairement dit que c'était une compétence des États et pas de la Commission. Mais elle se pousse du col, elle crée la confusion et elle complique les choses. C'est une femme dangereuse. Dangereuse pour la défense, dangereuse pour la Commission, parce qu'elle en fait trop. Elle prétend être le Deus ex machina de l'Union européenne et elle est en train de l'enterrer. Une réaction ? Oui, je suis assez d'accord, surtout que le calcul des 800 milliards est un petit peu faussé. Les 800 milliards, finalement, c'est un cumulé de toutes les États-nations, finalement, qui vont investir. On pense aux Allemands qui ont déjà mis 100 milliards d'euros sur la table. On pense aux Français qui vont devoir également passer au bassinet. Et puis aussi l'exemption de tout l'investissement public et du déficit public qui sera au-delà des 3% de déficit. Donc c'est un peu technique, mais grosso modo, ces 800 milliards, c'est un petit peu fantoche. Donc je suis assez d'accord avec vous. Elle est en train de se prévaloir comment dirais-je, d'efforts que vont porter les États-nations au sein de l'Union européenne, mais aucunement la Commission européenne. De toute façon, elle ne pourra pas faire sans les États. De toute façon, comme le Mercosur, sans les États, l'Union européenne n'existe pas. L'Union européenne n'est pas une nation. En tout cas, là, on est dans une séquence géopolitique où il faut afficher des choses, afficher des ambitions face à des vrais dangers et face à des blocs qui sont en train de s'opposer visiblement à l'Europe. Je crois qu'elle cherche encore à exister. Mais moi, je vois le verre à moitié plein. Andrea ? Moi, je suis assez choqué, c'est-à-dire que pour moi, la défense, c'est la sécurité, c'est un élément essentiel à la nation. Se défendre ses concitoyens avec des armes plus que dangereuses, puisque la France est dotée de l'arme de dissuasion nucléaire. Et entendre la présidente de la Commission européenne, qui ne sont pas élus, qui sont des technocrates, nous expliquer que l'Union européenne va mettre 800 milliards sur la table. J'entendais ce matin, j'ai débattu avec une députée macroniste qui m'expliquait que partager la compétence de défense militaire avec la Commission européenne, c'est, je cite, un progrès.
Pardon, mais pour moi, c'est extrêmement dangereux. Partager l'arme de dissuasion nucléaire avec 26 autres États, c'est démultiplier le risque. Hier, il a dit qu'il n'en était pas question. Oui, c'est quand même ce qu'il a. Excusez-moi, parce que. Il a dit des conneries. On va revenir sur toutes les conneries avec Jacques Méard. On va y revenir dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, parlons du président de la République, de son intervention, de son allocution hier soir. Costume sombre, cravate noire. L'heure était grave. Écoutez un extrait de cette intervention hier soir. La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Je le regrette très profondément. Et je suis convaincu qu'à long terme, la paix se fera sur notre continent avec une Russie redevenue apaisée et pacifique. Mais la situation que je vous décris est celle-là et nous devons faire avec. Alors face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie. Il s'agit, sans plus tarder, de prendre des décisions pour l'Ukraine, pour la sécurité des Français, pour la sécurité des Européens. Alors, la réponse du Kremlin ne s'est pas fait attendre. Après le discours d'Emmanuel Macron, la Russie estime que la France veut que la guerre continue et que les propos du président sur la dissuasion nucléaire sont une menace pour la Russie. Jacques Méard, fin diplomate. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Il y a un moment, lorsqu'on écoutait, je dirais, le président de la République qui prenait un ton, je dirais, catastrophique et apocalyptique, on se demandait où il voulait en finir. Parce qu'il oublie une chose, c'est que j'espère un jour que les historiens vont faire l'histoire de ce conflit américano-soviétique. Je dis bien américano-soviétique. C'est que si aujourd'hui, on a effectivement un Trump qui veut faire la paix et que Zelensky risque d'en faire les frais, il n'en demeure pas moins que les Américains, dans les opérations et les administrations précédentes, ont poussé, je dirais, le schmilblick pour aller tirer les moustaches du nounours endormi. À meilleure enseigne, il faut lire George Kennan, ancien ambassadeur à Moscou dans les années 50, l'auteur et le penseur du containment contre Staline, qui en 1998 a dit « Si l'Amérique continue à aller tirer les moustaches des Soviétiques, on va à la catastrophe ». Donc cette guerre est une guerre, pas celle de Trump, mais c'est une guerre américano-soviétique. C'est aussi simple que ça. Les torts sont partagés. Et désigner, comme l'a fait le président de la République, la Russie comme étant le fauteur de tous les maux en Europe, c'est une faute. Je dis bien, c'est une faute. Alors, on va écouter également le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, ce matin. Écoutez ce qu'il disait. Moi, je suis ministre des Armées. Vous n'avez pas un agent de la DGSE, vous n'avez pas un officier d'état-major actuellement en France qui considère que la Russie n'est pas une menace. Donc après, je ne sais pas en quelle langue il faut le dire, peut-être à certains en russe, mais la réalité, c'est que oui, un pays qui s'est habitué à sa survie politique par de l'agressivité extérieure et dont désormais l'économie repose en grande partie justement sur un effort de guerre et qui désormais engagé dans des coopérations des plus dangereuses avec Téhéran d'une part et la Corée du Nord d'autre part, sans oublier les transferts de technologie éventuels, sans oublier les programmes d'armement que même la guerre froide avait permis de réguler, typiquement l'envoi d'armes nucléaires dans l'espace. Il n'y a pas grand-chose à attendre de positif de ce côté-là. Oui, c'est l'acte de la terreur pour moi, la Russie. Oui, allez-y. Vous répondrez après, Jacques. Juste un petit tour de table avant. Oui, non, je suis un peu étonné. C'est l'axe de la terreur à la Russie. D'ailleurs, on parle des Américains et des Russes. Il faut parler aussi des Américains et des Chinois. Parce que le conflit, il est larvé également entre eux. Donc on voit bien qu'il y a des axes de tension énormes. Mais pour revenir sur la Russie, vous parliez de l'Iran. C'est l'Afrique aussi. Le leadership français, il a été perdu parce que les Russes sont allés avec leur blé, ont déversé toutes les Wagner et consorts. Donc on voit bien qu'il y a quand même un axe, moi je dirais très dangereux avec Poutine et la Russie actuellement. Moi je ne vois pas pourquoi tirer les moustaches. Non, c'est un peu plus que cela, monsieur Méard. Oui. Pardon. Alors, Andrea. Alors, je vais répondre à mon ami Jacques, Le Branchu. Oui, alors dites Lecornu. Alors c'est rapide. Il est clair qu'on nous a dit en commission des affaires étrangères, ministre Le Drian, et voilà, les accords de Minsk, c'est la solution pour trouver la paix. Et on apprend, par Merkel, confirmé par Hollande, que tout ça c'était de la broutille et que les accords de Minsk n'avaient qu'un objectif, réarmer l'Ukraine.
Donc comment voulez-vous qu'on puisse trouver des solutions responsables et rationnelles? J'ajoute que ne jamais oublier que Kiev a bombardé ses propres concitoyens dans le Donbass et qu'il y a eu 15 000 morts. Donc dire que bien sûr le Kremlin, dont je ne suis pas l'avocat, est coupable de tout, il faut y regarder à deux fois. Et il faudra un jour qu'on réécrive l'histoire de ce conflit, sans parler de ce qui s'est passé avec, moi j'ai dans les mains notamment une tribune juive qui montre quels sont les statuts qui sont actuellement en Ukraine à la gloire de ces salopards qui ont coopéré avec les nazis. Alors, est-ce qu'on... Oui, il faut un peu relever... Historiquement... Est-ce que la Russie est une menace pour la France et pour le monde? En fait, j'ai l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes. C'est-à-dire que les États sont des monstres froids qui défendent leurs intérêts et qui ont pour seul objectif leur survie. C'est comme ça qu'on commence normalement dans les introductions de cours de droit public international. Désigner la Russie comme une menace, c'est pour moi dangereux parce que tous les pays sont une menace. La Russie est une menace. Le branchu, ou plutôt le cornu, a expliqué que chaque agent espion considérait que la Russie effectivement provoquait des attaques. Mais pardon, hein, est-ce que les États-Unis sont une menace pour la France? Bien évidemment. Quand M. Macron a vendu les turbines hydrauliques d'Alstom, qui sont dans nos sous-marins nucléaires, dans le porte-avions Charles de Gaulle, dans le cœur de nos centrales nucléaires, aux États-Unis d'Amérique, c'était une menace. Quand Wikileaks et Assange nous expliquent que les États-Unis, à travers la NSA, espionnent nos diplomates, espionnent nos présidents de la République, espionnent toutes nos grandes entreprises qui sont en train de négocier des contrats dans le monde, c'est une menace. Quand la Chine s'attaque à 80% de nos marchés intérieurs dans l'Union européenne, c'est une menace commerciale. TikTok, on en a parlé, c'est chinois. Donc si vous voulez, tous les pays sont une menace. Et la seule leçon qu'on peut tirer de ça, c'est qu'Emmanuel Macron prend enfin conscience que la souveraineté et l'indépendance, c'était quelque chose d'important. Quand l'Azerbaïdjan fait de l'ingérence en Nouvelle-Calédonie, c'est une menace ou pas? Bien évidemment que c'est une menace. Il en a parlé? Certainement pas. Donc si vous voulez, la France est présente sur les 5 continents. La France est effectivement une cible. Il faudra évidemment se défendre d'une seule et simple manière, c'est de faire en sorte que on retrouve l'appareil productif français, l'industrie, qu'on arrête de... Donc vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron? Si vous voulez, le problème c'est que Emmanuel Macron parle de souveraineté qu'il a démantelé depuis 7 ans. Il était pour les traités de libre-échange au niveau agricole. L'agriculture est un élément essentiel. Il a démantelé des industries comme Alstom, aujourd'hui Arkema, Vancorex, tous les domaines stratégiques français. Il a voulu donner le siège du Conseil de sécurité à l'Union européenne. Maintenant, c'est la dissuasion nucléaire. C'est lui qui a affaibli la France pendant 8 ans. Et aujourd'hui, il se réveille enfin. Mais que de temps perdu, j'ai envie de dire. Oui. Oui. La patrie a besoin de nous, mais pas de lui. Exactement. Moi, j'ai envie de résumer l'intervention d'hier d'Emmanuel Macron en disant que pour obtenir la paix, il faut être en capacité de préparer la guerre. On peut en vouloir ou non aux Russes. On peut effectivement constater l'ingérence. Vous en parliez en Nouvelle-Calédonie, c'est une réalité. On peut également parler des ingérences qu'il peut y avoir aux Antilles en influençant le Venezuela qui derrière après va déstabiliser l'arc antillais. Vous avez parlé de l'Afrique, effectivement. Donc voilà. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la Russie mène une guerre hybride et qui atteint notre territoire. Effectivement, tous les services de renseignement l'expriment fortement. Moi, ce que je vois surtout, c'est une prise de conscience. Alors, je ne vais pas faire le procès d'Emmanuel Macron en absence de souveraineté. J'ai envie de dire tant mieux, il vient de se réveiller. Pourquoi? Parce que les Américains vont se barrer. Les Américains vont partir parce qu'ils ont besoin de leurs soldats, de leurs canons et de leurs satellites pour se braquer sur Taïwan. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, soit l'Union européenne, par le truchement d'États-nations qui vont s'associer, est en capacité de montrer aux Russes qu'il y a quelqu'un en face et qu'il va falloir s'arrêter à un moment donné avec le conflit et l'intrusion et l'invasion en Ukraine. Il va falloir trouver des gens pour les remplacer. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant hier, au-delà du côté patriote, anxiogène, enfin, vous voyez un petit peu toute cette litanie, on se croyait qu'il y avait un nouveau virus. Mais moi, ce qui m'a intéressé surtout, c'est d'entendre effectivement qu'il allait falloir réarmer industriellement le pays. Et quand on lit la presse ce matin, on voit que monsieur Lecornu et monsieur Lombard, ministre de l'économie, vont recevoir le 20 mars les banquiers, les institutions financières, les assureurs pour trouver des moyens de financement. Parce qu'il va falloir financer à la fois la commande des armes,
Oui, alors ça, on y croit à peine. Hein. Monsieur Lombard avait déjà une idée de taxer les super riches encore de 2% sur ce sujet-là. Mais surtout, il va falloir permettre aux Français qui le souhaitent de soutenir les industries d'armement. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez trouver un plan d'épargne retraite pour financer des éoliennes ou le plantage d'arbres au fin fond de la forêt colombienne, vous allez trouver absolument des fonds. Mais si vous voulez soutenir l'industrie d'armement qui crée de l'emploi, qui n'est pas délocalisable parce que stratégique sur notre territoire national, aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité. L'industrie d'armement française se porte particulièrement bien. Elle est exportatrice. Alors, elle se porte particulièrement bien, mais elles sont encore dans l'attente de commandes. Et enfin, dernier point, comme ça je laisse le tour de table. Il y a deux sujets. La Russie est un danger pour la France, mais il y a aussi l'islamisme radical qui est un problème pour la France. Si on doit réarmer notre pays, si on doit réarmer les États-nations de notre Union européenne, je pense qu'il va également falloir nous réarmer, notamment en termes de cybersécurité, de surveillance, de renseignement, notre propre pays par rapport au problème de l'islamisme radical. Et le papier de François Fillon dans VA était extrêmement parlant sur ce sujet. Enfin, François Fillon, pardon, d'où parle François Fillon? Mais il a le droit de réfléchir et d'avoir des choses intéressantes. Mais d'où il parle? Enfin, d'où il parle, c'est la question qu'on peut se poser. Il a perdu toute crédibilité. Il faut quand même lui donner le gage d'avoir été Premier ministre pendant 5 ans, d'avoir un peu d'expérience. Je suis pas parti de son fan club. Comme Monsieur de Villepin. Enfin, on peut s'étonner parfois des prises de position de certains anciens premiers ministres. Pour le coup, je ne pense pas qu'il se plante en disant que l'islamisme radical est un problème pour notre pays. Il tape sur un sujet qui a hyper consensuel. À dire ça, il fera pas beaucoup. Si c'était consensuel, je pense que l'ensemble de la majorité nationale. Mais c'est pas exclusif. L'un n'exclut pas l'autre. On n'est pas c'est pas fromage ou dessert. Ça peut être les deux. Jacques Méhard. Oui, je voudrais venir sur un point majeur. Les États-Unis ne quitteront jamais l'OTAN. Mettez-vous ça dans la tête. Pourquoi? Parce que c'est la première organisation politique sur laquelle ils ont mainmise. Et que, bien évidemment, ne croyez pas à la défense européenne, c'est en attendant Godot. Ni les Polonais, ni les États baltes, ni la Bulgarie, ni la Roumanie ne voudront que les Américains partent. Donc, n'ayez aucune crainte de ce côté-là. Ils resteront parce que l'OTAN, c'est la puissance américaine qui gouverne les Européens, n'en déplaise à Macron. Excusez Barnier, hier à la télé, comme il était invité, il disait faut préparer l'après-Trump maintenant, parce qu'en fait là, on est dans une situation tendue et de conflit, mais en même temps, l'Amérique était un partenaire et sera un partenaire dans 4 ans. Donc de toute façon, il faut pas couper avec. Mais juste, effectivement, les États-Unis sont un allié. Je veux dire, nous, la France devrait être indépendante, à équidistance et porter la voix qui est celle de sa promesse, finalement, respecter les frontières et le droit international. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais aujourd'hui, dans l'appareil productif militaire français, 20 à 40% des composants dépendent des États-Unis d'Amérique. Pas de Donald Trump, pas de je ne sais quoi, des États-Unis d'Amérique. Obama, compris, Biden, Trump, etc. Des États-Unis d'Amérique. Et donc, ce qui m'embête, moi, là-dedans, c'est que les gouvernements successifs, vous avez parlé des anciens premiers ministres, M. Fillon, qui dit des choses intéressantes, M. Villepin. Là, vous venez de parler de Michel Barnier, ancien premier ministre. Tous ces premiers ministres ont démantelé et ont rendu l'appareil productif militaire français dépendant des États-Unis d'Amérique. J'ajoute que M. Miard sont dépendants de Taïwan. J'ajoute que M. Miard, c'est pour ça qu'il les protège. M. Miard a raison sur le fait que l'Europe de la défense c'est en réalité une commande d'achat commun auprès de l'OTAN. C'est pas moi qui le dis, c'est le patron de l'OTAN qui l'a dit. Il a dit que les achats communs des Européens se feront auprès de l'agence de soutien et d'approvisionnement de l'OTAN. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Allemands ont commandé des F-35 américains, des avions de chasse, et non pas des Rafales. C'est pour ça que les Roumains ont fait la même chose, les Danois ont fait la même chose, les Polonais en plus des missiles balistiques. Par conséquent, tout ça est un vaste fantasme. La France doit se défendre sur tous les continents, aller chercher des marchés en Inde, c'est pas l'Europe de la défense, aller chercher des marchés au Brésil, aller chercher des marchés partout où la voix de la France porte, parce qu'entre les États-Unis et la Russie, je pense qu'on porte une troisième voie, la France, et c'est notre vision traditionnelle. Macron, mais l'Inde était plutôt et c'est notre promesse. On verra le Conseil européen de cet après-midi, ce qui est un Conseil européen à Bruxelles où l'ensemble des responsables des États européens vont se réunir. Fiasco annoncé. Fiasco annoncé, parce que ce que vient de dire Andrea est exact. Il y a complètement dissonance au sein des Européens à ce titre. Voilà, et donc c'est pas la peine de rêver, c'est à nous effectivement d'investir, mais pour cela il va falloir changer de politique économique.
Parce que hier, il vous a dit qu'il n'y aura pas 1 euro d'impôt supplémentaire. Ah bon? Alors qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, oui, c'est la question. Dans la ME, on coupe dans le social. On emprunte. C'est ça? Non, mais c'est la question qui vient après. On doit marquer une petite pause de pub. On se retrouve tout de suite après, effectivement. Des investissements supplémentaires sans hausse d'impôts. Comment faire? À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio. Alors Jacques Maire disait que cet après-midi, ce serait un fiasco. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne sais pas si Jacques a une boule de cristal. Après, vous avez beaucoup d'expérience sur effectivement les vicissitudes des relations au sein des pays européens. Je pense que si il va falloir motiver les opinions publiques quand même, Jacques. Et motiver les opinions publiques, ça va être de créer de l'emploi et de réindustrialiser le pays. Il y a par exemple des sujets. Il y a la semaine dernière, je crois que le ministre de l'Industrie est allé visiter les usines Renault de Douai. Et donc, a priori, les usines Renault de Douai et des équipementiers comme Valeo seraient prêts à créer des pièces justement pour développer l'armement. Donc, effectivement, il y a des ambiguïtés toujours latentes avec les États-Unis par rapport au F-35, par rapport aux positions polonaises. Est-ce que les États-Unis vont rester dans l'OTAN? Évidemment. Est-ce qu'ils vont retirer leurs billes? Évidemment aussi. Et donc là, pour ça, il va falloir que les Européens eux-mêmes, quand je dis les Européens, je parle des États-nations, encore une fois, je suis pas un uluberlu du jour. Encore une fois, les États-nations vont devoir mettre au pot commun. Et si tous les États ne mettent pas au pot commun, c'est pas grave. C'est pas grave. On n'a pas commencé l'Union européenne à 27. Donc on est capable. Les projets comme Airbus, ça s'est pas fait à 27, ça s'est fait à 5, 6. Donc mettre et investir de l'argent sur l'armament, non pas pour faire la guerre, mais pour s'assurer de la paix, je pense pas que ça soit idiot, honnêtement. C'était le problème de Draghi. À ceci près, parce que je suis désolé, mais je connais très bien la machine européenne et je connais très bien la France manque sérieusement d'investissement. Ça c'est clair. 2% quand on fait aujourd'hui la somme du budget social et du budget de la nation, c'est lamentable. Mais pour justement investir, il faut changer radicalement de politique économique et revenir aux avances qui a été jusqu'en 73 la possibilité pour les banques centrales, la Banque de France, de donner de l'argent au Trésor pour l'investissement. Or ça, c'est pas possible. Or aujourd'hui, il n'y a pas un rond dans la caisse. Oui. On réfléchit l'épargne. Il y a 6 000 euros d'épargne. Il y a 6 000 milliards d'épargne. Ce que vous dites, c'est du vent, et donc il faut changer radicalement de politique économique. Et ça, je peux vous dire, les Allemands n'en veulent pas, parce qu'ils sont obsédés par le monétarisme et la rigidité. C'est l'article 103 du TFE. Comment vous comprenez l'intervention d'Emmanuel Macron hier soir, justement, avant cette réunion? Parce que c'est du flanc. Mais vous avez compris que c'est l'oxymore. C'est l'oxymore Macron. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est ce que vous avez commencé à nous dire, d'ailleurs, Jacques Maire, c'est que à la fin, on ne sait pas très bien où on en est. C'est-à-dire que c'est la guerre, il faut se mobiliser, la Russie est notre ennemi. Mais je crois qu'il ne veut pas la guerre, Macron. Enfin, personne ne veut la guerre. Attends, qu'on soit bien d'accord. En revanche, qu'il fasse le lien avec la relance. Quand on dit la Russie est notre ennemi et on a l'arme nucléaire... Il l'a déjà dit. C'est une forme de... C'est une forme de dissuasion pour éviter la guerre. Ça a été dit avant et puis c'est pas nouveau. Ensuite, il va aller discuter avec nos partenaires étrangers de savoir comment on va le faire. Je peux vous dire que ça, c'est une faute radicale. Alors, la dissuasion, c'est doit créer le doute chez l'ennemi. Et donc, on n'en parle pas. Mais voilà. Simplement, moi, c'était juste sur le seul peut-être point positif, c'est la prise de conscience d'Emmanuel Macron sur toutes les règles du Green Deal et de l'Union européenne, que l'Union européenne a imposé à nos entreprises. C'est-à-dire qu'on s'est tiré des balles dans le pied, on a handicapé nos entreprises, on a démantelé l'industrie, on a évité le protectionnisme, etc. Donc là, une remise en cause du Green Deal, c'est pas trop mal, parce que vous parlez de Renault à l'instant. Je vous prends un exemple. L'Union européenne avait dit 2035, fin des voitures thermiques. Et le patron de Renault vient et auditionné au Sénat et nous explique que cette décision avait été prise par l'Union européenne sans même l'avoir consulté. Donc comment voulez-vous avoir une Union européenne qui fixe des objectifs absolument inatteignables, qui handicapent nos propres entreprises et avec lesquelles elles ne sont même pas en lien? Donc peut-être que la prise de conscience et le côté positif, c'est de se dire l'Union européenne, ou en tout cas la France, les États-nations, ne pèsent rien dans le monde s'ils oublient leur appareil productif, le coût de l'énergie et le reste. C'est aujourd'hui contraire à nos intérêts. C'est aussi simple que ça. Démultiplication des normes, emmerdement en conséquence.
Donc si on ne remet pas ça à plat, on a donné le pouvoir aux technocrates. La loi Omnibus visait à réduire les contraintes, notamment de publication environnementale des entreprises. Ça vient de passer la semaine dernière. Et quant aux 800 milliards dont vous parlez, le rapport Draghi, il y a 2 ans, préconisait d'investir 600 milliards. Donc c'est quand même ça sort pas de nulle part. Mais ça sort pas nulle part. C'est pour ça qu'on est contre. Le rapport Draghi le fait avec des impôts supplémentaires au niveau européen. Il lève l'impôt au niveau européen. Il n'a pas fonctionné en tout cas, dans l'opération sur le Covid. Oui, mais sur ses ambitions par rapport à l'innovation, notamment puisqu'il fallait flécher sur l'innovation. Vous parliez des atouts de chaque nation et de chaque pays sur leur capacité productive. Là, en tout cas, il fléchait sur ces atouts des pays et c'est plutôt. Oui, mais c'est irréaliste la manière dont il veut le faire. Ouais, il y a un moment, il faut regarder les choses telles qu'elles se sont passées. L'impôt qui a été, je dirais, imposé au moment du Covid pour lutter contre un certain nombre de dysfonctionnements. Je rappelle que la France, elle paye plus à l'Union européenne qu'elle a reçu. Donc il y a un moment, il ne faut pas marcher sur la tête. Donc, et il y a Viktor Orban qui a rencontré Marine Le Pen. Il a déclaré ce matin, après avoir rencontré des anciens présidents, l'actuel et la future, en posant aux côtés de Marine Le Pen. Oui, je crois que les peuples se réveillent. Au sein de l'Union européenne, enfin les peuples des États de l'Union européenne, que ce soit pour l'immigration, que ce soit sur l'appareil industriel, que ce soit sur notre protectionnisme, sur la puissance finalement que chaque État peut représenter, sur la défense de notre identité. Et je crois que Viktor Orban a subi les foudres des européistes et des technocrates en expliquant que oui, peut-être que c'était dur, mais que maintenant il fallait arrêter le bain de sang en Ukraine, parce que je rappelle que la Hongrie est aux frontières de l'Ukraine, qu'elle sent et qu'elle ressent 1 million de victimes morts ou blessées dans ce conflit, qu'il a des minorités hongroises qui sont mobilisées, qui sont la police ukrainienne va les chercher de force. Donc effectivement, c'est une boucherie. Et je crois que plutôt que de lui dire tu dois partir de l'Union européenne, espèce de traître ou je ne sais quoi, ou poutinolâtre, non, je crois que Viktor Orban représente aussi une tendance au sein de l'Union européenne, celle de la paix, de la défense des intérêts des nations. Et je suis très heureux que M. Orban rencontre, si je peux dire ça, c'est mon droit. Et d'ailleurs, les Hongrois l'ont réélu à de nombreuses reprises. Et j'espère que les Français éliront Marine Le Pen, parce que je crois que l'Union européenne et les peuples ont pris conscience que désormais, on rentre dans une nouvelle ère qui est un tournant, et que pour défendre nos souverainetés, autant avoir des souverainistes à l'Élysée. L'Occident a fait la guerre par proxy. Et on a un certain nombre d'écolos qui veulent se combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Donc il y a un moment, il faut quand même peut-être réfléchir. Tout à fait. Ouais. Juste un point sur la dissuasion nucléaire, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. J'ai écouté hier attentivement le président de la République, et clairement, il ne parlait pas de partage de l'arme nucléaire. Et à partir du moment où on va consulter les Allemands, je sais où ça va se terminer. Attendez, moi je préférais qu'il y ait dissuasion nucléaire française qui protège l'Union européenne que d'être toujours les vassaux des États-Unis. Quand les Américains balancent toute leur... Laissez-moi finir, Jacques. Quand les Américains balancent un parapluie, qu'on dirais-je, une protection nucléaire sur l'Union européenne, tout le monde est content. Et à partir du moment où le président de la République dit de toute façon, je resterai, le président de la République française restera le maître et sera le seul à appuyer sur le bouton. Il aura créé le doute. Et c'est ça qu'il faut éviter. Oui. Il aura créé le doute chez les Russes aussi. Le principe du doute, c'est justement déstabiliser ceux qui voudraient nous atteindre. Mais il a réaffirmé hier. Non, mais on comprend pas trop parce que. Non, mais il s'est pris les pieds dans le tapis. Il y a déjà un bouclier nucléaire. Oui, c'est un bouclier nucléaire américain. Et Jacques Mer a raison, l'OTAN ne disparaîtra pas. Donc en rajouter un autre, c'est multiplier les risques. On devrait plutôt défendre nos frontières avec le Brésil, en Nouvelle-Calédonie, plutôt que d'aller défendre l'intérêt national laiton et appuyer sur le bouton nucléaire. Je pense que c'est extrêmement dangereux, et c'est d'autant plus dangereux de lancer ce débat sans passer par les parlements nationaux. On va voir ce qui va se passer cet après-midi. Voilà. Merci à tous les quatre. Merci. Très bonne journée sur Sud Radio. Dos vidania. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.